Donc, ce soir, on m'a demandé de parler de la mise en œuvre de l'éducation relative à l'environnement, des enjeux, des défis, des leviers. Et moi, je peux vous dire d'entrée de jeu que le plus formidable levier qu'on a en éducation relative à l'environnement, c'est vous, c'est nous, ensemble, d'accord? C'est ça le levier. Parce que c'est à nous de construire, de continuer à construire ce champ-là. Alors peut-être, dès le départ, je pense que c'est super important de vous expliciter ma vision de l'éducation relative à l'environnement, partagée par l'équipe de recherche. D'abord, clarifier que l'objet de l'éducation relative à l'environnement, ce à quoi on s'intéresse, ça n'est pas tant l'environnement. L'environnement, c'est l'objet des sciences de l'environnement ou des études environnementales. L'objet propre de l'éducation relative à l'environnement, c'est le rapport à l'environnement, la relation à l'environnement. Et justement, l'éducation à l'environnement est l'une des 3 sphères de relation du développement personnel et social. L'éducation à l'environnement est une dimension essentielle de l'éducation fondamentale. Il y a le rapport à soi, le rapport à soi-même, la sphère de construction de l'identité, dont l'identité écologique, l'identité individuelle, collective. C'est là où on apprend à être, on apprend à apprendre, on apprend à entrer en relation. Et cette sphère-là de la construction de l'identité est en étroite relation avec la sphère de relation d'altérité humaine. C'est Albert Jacquard qui disait si tu ne me dis pas tu, je ne parviens pas à dire je. Donc, c'est extrêmement important le lien entre ces 2 sphères-là. Donc, la sphère de la relation d'altérité humaine, qui est celle de l'apprentissage du partage, de la paix, de la solidarité, des droits humains, de la démocratie. Et puis, il y a cette 3e sphère qui est la grande oubliée des systèmes d'éducation, des curriculums, qui est la sphère du rapport à l'autre qu'humain, d'accord? La sphère du rapport à la maison de vie, oikos. Cette maison de vie partagée avec nous tous dedans, avec nos diversités et avec les autres formes de vie, toute la diversité des autres formes de vie. Donc, et cette sphère-là, si on n'en tient pas compte en éducation, l'éducation est tronquée et nous sommes des êtres inachevés. Et c'est extrêmement important de travailler encore et davantage, parce que c'est loin d'être accompli, d'intégrer cette sphère, d'intégrer la préoccupation de cette sphère de relation à la base du développement personnel et social dans nos curriculums. Mais le chemin parcouru est déjà long, mais il me semble qu'il nous reste encore... il nous reste encore tellement, mais tellement à développer. Alors, la sphère de relation au milieu de vie, c'est la sphère spécifique de l'éducation relative à l'environnement qui fait en fait référence à une éducation écologique, c'est-à-dire apprendre à définir notre niche écologique humaine sur Terre, dans l'ensemble de la diversité des niches écologiques, et à la combler de façon responsable, mais aussi joyeusement, parce que c'est important aussi de célébrer le bonheur de vivre ensemble. Mais c'est aussi une éducation économique, c'est-à-dire apprendre à partager les ressources collectives de façon responsable, et une éducation écosophique, c'est-à-dire apprendre à construire ensemble le sens de notre être au monde. Et j'ajouterais, parce que c'est devenu tellement important, une éducation éco-politique. Parce que les questions environnementales concernent justement le vivre ensemble et sont des questions éminemment politiques. Donc, s'intéresser à cette 3e sphère en étroite relation avec les 2 autres, on ne peut pas les séparer dans un projet éducatif complet. Eh bien, c'est un projet fabuleux. Et je pense que dans cette école d'été, vous avez eu des exemples d'exploration, d'expérimentation, de façon de vivre en éducation le rapport au monde. Alors, donc, l'éducation à l'environnement, pour moi, n'est pas un thème, n'est pas une éducation à
parmi 21 autres, là, le rapport à l'environnement, l'éducation relative à l'environnement est une des 3 sphères du développement personnel et social. Ça m'importait de le partager avec vous. Mais ce rapport à l'environnement, on doit le situer dans un cadre de référence, n'est-ce pas? Parce que oui, le rapport à l'environnement, mais en fait, dans quel but? Alors, c'est important d'explorer les différents cadres de référence actuellement proposés dans différents champs, en particulier par la philosophie politique, la sociologie, l'éducation. Donc, explorer ces divers cadres de référence-là pour y trouver le sens qui nous convient dans les contextes où on intervient en éducation. Donc, évidemment, ce soir, on ne pourra pas passer à explorer chacun de ces cadres de référence-là. Peut-être simplement souligner, inviter à revoir, si ça n'est déjà fait, le champ de l'écologie politique. L'écologie politique, c'est un champ de propositions. C'est très diversifié, l'écologie politique. Et ce qui caractérise ces diverses propositions-là, c'est que cela met en évidence l'ancrage de l'identité humaine dans la nature et ça met en évidence en fait, la dimension essentiellement politique du rapport social à l'environnement. L'écosocialisme est très important aussi, qui tente de combler le vide écologique du socialisme traditionnel et qui met en évidence que la dégradation de l'environnement va de pair avec l'exploitation des humains entre eux. Il y a l'écologie sociale aussi, qui met en lumière le fait que la domination de la nature trouve ses origines dans la domination de l'humain par l'humain via la hiérarchie. Alors, c'est un mouvement anarchiste qui fait appel à des changements institutionnels radicaux pour libérer des aliénations. L'éco-développement qu'on a évoqué, on a évoqué tout à l'heure dans la conférence de Louis Gill, il y aurait lieu de le déployer, cette fabuleuse proposition qui aussi reconnaissait les liens étroits entre les dimensions sociales, économiques, écologiques, spatiale, culturelle du développement, mais qui en plus impliquait la fin du libre-échange et du libre-échange sauvage et l'interdiction de l'exploitation d'un territoire par un autre. C'était une proposition beaucoup plus radicale. En développement durable, on considère que ça a été une des premières pistes du développement durable, mais cette piste-là, elle était nettement plus radicale. La transition écologique, Jean-Marc va nous en parler tout à l'heure, qui est maintenant la nouvelle proposition du ministère de l'Écologie de France, qui prend maintenant une distance critique à l'égard du développement durable, c'est-à-dire que le développement durable ne devient plus le cadre intégrateur, mais l'un des aspects, l'une des thématiques de la transition écologique. Le vivre bien des peuples autochtones en Équateur, en Bolivie, la Constitution nationale intègre cette proposition du bien vivre, qui veut dire vivre en harmonie entre nous, avec la nature et au creux de nos cultures de référence. Alors, évidemment, la proposition du développement durable que vous connaissez, qui a été déployée largement, entre autres aujourd'hui, dans les exposés que j'ai entendus, qui est une proposition effectivement qui a eu une très grande pertinence au milieu des années 80, quand il importait là, de combler le fossé, l'écart entre le monde de l'économie et le monde de l'écologie. Alors, donc, c'est une proposition, en fait, jovialiste, développement durable, et qui a répondu au milieu des années 80 au besoin de trouver une proposition qui ralliait les différents acteurs sociaux, en fait, les acteurs surtout de pouvoir social. Évidemment, comme le développement durable, on le verra, n'est pas sans poser problème, comme vous le savez, comme proposition, beaucoup d'acteurs sociaux en éducation dans le monde de l'environnement se sont tournés vers la soutenabilité
qui est un terme un peu, disons, qui est un peu un néologisme en français, mais qui en anglais, sustainability, ou en espagnol, sustentabilidad, a vraiment une légitimité linguistique, là. Alors, en fait, la soutenabilité dégage la valeur de viabilité de celle du développement, puis donne un peu de souffle, si on veut, là, à ceux qui souhaitent répondre quand même aux politiques nationales de développement durable, mais sans nécessairement s'enfermer dans cette proposition-là. Alors, parce que si bien le développement durable a une réelle pertinence, a eu un sens historique au milieu des années 80, a une réelle pertinence auprès de certains acteurs sociaux, dans certains contextes et pour certains objectifs. Et s'il est important de développer une culture du développement durable et d'interagir avec les acteurs sociaux interpellés en matière de développement durable, eh bien, je pense qu'il faut conserver une distance critique quand même, surtout nous, en éducation, à l'égard de cette proposition-là. Parce que, en fait, le schème conceptuel du développement durable propose une fragmentation du monde, encore, disons, plus complexe que celle qu'on a reprochée tant à Descartes, n'est-ce pas? Au lieu de la dualité que proposait Descartes, on se retrouve là avec une tripolarité du développement durable, où, en fait, le problème majeur, c'est d'avoir extrait l'économie de la société. On voit ici la consécration de la désocialisation de l'économie et ça pose problème. L'économie comme une entité exogène à la société qui a sa propre dynamique, règles et lois et qui en impose au rapport entre société et environnement. Donc une économie sans nom, sans visage, sans responsabilité, elle est désocialisée. Un peu, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais comme une locomotive sans conducteur, d'accord? Alors, et dans ce contexte-là, eh bien, l'environnement est considéré comme un ensemble de ressources pour le développement et on développe une approche managériale de cet environnement ressources au service d'un développement souvent assimilé à la croissance et qu'on souhaite continue. Parce que ce qu'on souhaite faire durer, ne nous leurrons pas, disait Gilbert Rist, c'est le développement lui-même. Alors, donc, et la société, ben, évidemment, devient ici un ensemble de producteurs, consommateurs au service du développement et on s'est mis à s'en occuper quand on a commencé à craindre l'effet boomerang de la misère humaine. Alors, donc, la proposition du développement durable, elle est pertinente en contexte. En fait, elle était destinée aux acteurs du monde politico-économique. Quand l'ONU a prescrit le développement durable à la communauté internationale, c'était essentiellement à destination de ces acteurs-là. Et a mandaté tous les pays de la Terre de se donner d'une politique et de stratégie de développement durable, et les pays se sont tournés vers leurs ministères, et lesquels ont été finalement interpellés, les ministères les plus lourdement chargés et les moins garnis, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation. Et à mon avis, il aurait été beaucoup plus pertinent de porter le projet de développement durable vers les ministères à vocation économique plutôt que d'en charger l'éducation avec ses multiples missions et l'environnement également qui en avait déjà plein les bras et sans ressources. Alors, quand on a vu le problème conceptuel, ben on s'est dit on va ajouter la sphère du politique, mais là, le politique a un sens très particulier là, de gouvernance managériale. Et je vous invite à lire les ouvrages d'Alain Deneau, et en particulier son récent ouvrage « Gouvernance », qui met à distance critique justement cette approche contemporaine de la gouvernance où tout le monde est partie prenante autour d'une table et à part entière, et l'État n'est que l'une des parties prenantes, et l'État se retrouve en tension entre des forces sociales, et on ne retrouve pas là justement le chef de la locomotive, et avec toutes les responsabilités que ça implique. Alors, et puis on a extrait aussi la culture, parce qu'on s'est dit, si on veut faire entrer le développement durable, et en particulier au Sud, il va falloir faire attention aux cultures des gens.
Mais en fait, oui, on est d'accord avec la considération de la culture, mais à un moment donné, on se rend compte dans les initiatives que, en fait, on prend en compte la culture, la diversité culturelle, mais pour mieux finalement introduire la monoculture du développement durable, qui est carrément une vision de l'Occident du Nord. Alors, historiquement, le développement durable, évidemment, est un phénomène de société. Et ce matin, cet après-midi, on l'a esquissé avec Louis Gill. En fait, il y a une trajectoire historique au développement durable et à l'éducation relative à l'environnement, par conséquent, et à l'éducation au développement durable. Donc, à Stockholm, première conférence internationale sur l'environnement humain. Et il faut lire les textes pour se rendre compte que la préoccupation à l'époque était tout à fait aussi d'ordre économique. Là. On était à la veille de lancer un nouvel ordre économique mondial. On avait une conscience très étroite des liens entre la société et l'environnement. On était très loin d'un romantisme naturaliste. Là. Sauf qu'à cette époque, le bout de la lorgnette des problématiques sociétales contemporaines était... on regardait les questions socio-écologiques, les questions environnementales, et c'était le pôle de préoccupation. Mais avec Rio 92, là, ça a été l'environnement et le développement, parce qu'on avait passé à travers la Commission mondiale sur l'environnement et le développement durable était arrivé dans le paysage politique, politico-économique également. Donc, on n'a pas voulu tout de suite éluder l'environnement, mais ça a été une conférence mondiale hybride. Et c'est à ce moment-là que l'UNESCO a lancé un pamphlet qui s'intitulait « Refonte de l'éducation pour le développement durable ». Et on voyait là que, mais carrément, l'éducation était vue comme un instrument au service d'un projet politico-économique. Et finalement, il y a eu Johannesburg, évidemment, et là, il n'y a plus d'environnement. On a complètement changé, c'est pas juste un changement de vocabulaire, c'est un changement de bout de la lorgnette, où les problématiques sont étudiées en termes de développement. D'ailleurs, dans la déclaration de Johannesburg, il n'y a pas, le concept d'environnement n'est pas là. D'accord? Donc, et d'ailleurs, et évidemment, les prescriptions éducatives ont suivi chacune des conférences. Et l'éducation pour le développement durable, qui a été prescrit à tous les ministères de l'éducation, chargés de cette mission-là, finalement, ça a donné lieu à la conférence de Bonn, avec la déclaration de Bonn pour l'intégration du développement durable dans l'enseignement supérieur. Il y a aucune... L'idée d'environnement, d'éducation à l'environnement, mais est complètement évacuée. Donc, c'est pas seulement un changement de vocabulaire, c'est un changement de perspective et c'est un changement de paradigme. Et puis, le sommet de Rio 2012, évidemment, et là, on passe du développement durable à l'économie verte. Et malgré l'échec planétaire absolument dramatique constaté par le Programme des Nations Unies pour l'environnement quelques années plus tôt. Alors, et dans la proposition de Rio plus 20, eh bien, on consacre là, la financiarisation de la nature. On s'intéresse à gérer les services rendus par les écosystèmes. Là, en fait, on enfonce le clou, disons, une nuance de vocabulaire, là, mais on enfonce le clou. Et puis, bon, tout ce temps-là, le développement durable fait son chemin, et je vous dirais pour le meilleur, dans beaucoup de situations contextuelles. Je pense que le développement durable a fait faire un bout de chemin aux acteurs des sphères politico-économiques, mais aussi le développement durable, pour le pire, qui est devenu un alibi, en fait, nous demandant de supporter des accommodements déraisonnables, en fin de compte. On a vu, par exemple, le BAP sur le gaz de schiste en 2010 s'intituler le BAP pour le développement durable du gaz de schiste, où on ne remettait pas du tout en question ce projet-là, on allait aller de l'avant. Cisco Malartic vient de publier son rapport de développement durable, et c'est un peu sans vergogne avec les très nombreuses
infractions au règlement, aux infractions environnementales qui ont été constatées au fil des ans. C'est sûr qu'en éducation, là aussi, le développement durable fait son chemin et doit faire son chemin aussi parce que c'est un phénomène de société. Et il faut considérer le développement durable en éducation, il faut en parler, d'accord? Il faut développer une vision du rapport de la société à l'environnement à travers cette proposition-là. Donc, il faut étudier, moi je pense qu'il faut éduquer au sujet du développement durable, pas au primaire, pas au secondaire. Mais à partir du moment où on commence à réfléchir aux questions politico-économiques, c'est important. Mais en fait, je considère personnellement que si le développement durable est pertinent dans certaines sphères de notre société, ça n'est pas le projet de société, comme c'est souvent considéré. Et pour moi, ça n'est surtout pas un projet éducatif. L'éducation n'a pas à être instrumentalisée au profit d'un projet exogène. D'ailleurs, le développement durable n'est pas venu des mouvements de terrain, d'accord? Comme avait émergé l'éducation à l'environnement, qui était et tout le mouvement environnemental qui émergeait des terrains, d'accord? Le développement durable, c'est vraiment du vertical de haut en bas, d'accord? Et en éducation, bien, ce vertical-là, cette injonction-là s'est fait valoir. On a été un peu épargnés, nous, ici au Québec, mais je sais que nos collègues de France ont vraiment subi cette injonction-là, malgré la tristesse que beaucoup d'éducateurs en avaient. Alors, mais comme il y a plusieurs études qui sont sorties, celle de Zouang et Giraud, puis je viens de lire justement celle de Barbara, Angela et Yves Alpe, et on constate finalement que la façon dont ça a été intégré dans les curriculums, ben, c'est une économisation de l'éducation, là, et c'est une problématisation ancrée dans une éthique exclusivement anthropocentriste, parce que le développement durable célèbre l'anthropocentrisme, d'accord? On dit, mais c'est surtout pas rien que l'environnement. Comme si les liens n'étaient pas étroitement tissés. Il y a un malaise chez les éducateurs dans le monde de l'éducation sur cette prescription du développement durable. On essaie d'aller y chercher le meilleur parce que c'est ambiant, mais il y a un malaise. Et j'ai fait une petite enquête à Florac en France l'été dernier, puis j'ai retrouvé différents positionnements des éducateurs par rapport au développement durable. Et certains, vraiment, ils croient fermement que c'est un projet de société et s'y engagent avec grande authenticité. Et en fait, d'autres l'accueillent parce que c'est une prescription, d'autres le questionnent, mais font avec parce qu'on nous le demande, d'autres résistent, déconstruisent, d'autres contournent, disent ben moi, je ne veux pas me braquer contre ça, mais s'il vous plaît, laissez-moi faire ailleurs. Et d'autres, finalement, disent ben, le développement durable, mais qu'est-ce que c'est exactement? Personnellement, je n'ai pas beaucoup d'intérêt. Alors, disent certaines personnes. Alors, toujours est-il que, puisqu'on est ici pour parler d'enjeux, de défis, de potentialités, on termine la décennie de l'UNESCO sur le développement durable et les recherches qui sont faites sur les avancées, la littérature, en tout cas spécialisée dans le domaine, apporte un bilan qui est tout à fait semblable au bilan qu'on a toujours fait pour l'éducation relative à l'environnement. Finalement, malgré les moyens, les larges moyens investis et tout le support politico-économique pour ce projet-là, on constate qu'il y a peu d'institutionnalisation ou encore l'institutionnalisation est marquée par une idéologie. Il y a une absence de niche curriculaire formelle, c'est pas évalué, c'est dans une transversalité vague. On ne forme pas les enseignants. Les enseignants ne sont même pas formés à la transversalité en général. Manque de ressources, initiatives très souvent isolées, perte d'expertise et de matériel pédagogique. Il faut se rappeler ici au Québec que depuis les années 80 jusqu'en 95, le ministère de l'Environnement s'était engagé en éducation relative à l'environnement. Le ministère de l'Environnement du Québec avait un service d'éducation relative à l'environnement avec 7 personnes dans l'équipe.
et ensuite a développé un comité interministériel d'éducation relative à l'environnement. Et tout s'est effondré en 1995 avec l'arrivée de la proposition du développement durable. C'est comme si les concepts avaient une obsolescence programmée, j'imagine. C'est ainsi que je lisais dans une revue française, « Le développement durable serait-il devenu ringard ?» Alors, je pense que c'est pour ça qu'il faut étudier les différentes propositions. Il faut être sensible à l'ère du temps, sensible au langage qui fonctionne dans nos sociétés, mais en tant qu'éducateur, garder quand même une distance critique. Mais malgré ce constat pénible, il y a aussi le diagnostic quand même. Le diagnostic est d'une certaine façon rassurante parce que on observe aussi des avancées remarquables. Mais des avancées remarquables toujours à l'extérieur du système scolaire ou encore grâce à des enseignants, des éducateurs courageux, de plus en plus nombreux, mais qui s'épuisent, d'accord? Ils sont les piliers, on dit les piliers environnementaux de l'école, mais qui s'épuisent. Mais je pense qu'on peut célébrer le rôle visionnaire, absolument fabuleux, foisonnant des initiatives des acteurs en marge du système scolaire. Par exemple, au Québec, le rôle joué par la CSQ, les Écoles vertes Brundtland, c'est un exemple à l'échelle internationale. Les écoles vertes, les écoles planétaires du réseau planétaire, qui est le réseau international francophone d'éducation à l'environnement. Donc, dans beaucoup de pays lusophones, hispanophones, anglophones, existent des réseaux d'acteurs en éducation à l'environnement de plus en plus foisonnants, de plus en plus riches d'initiatives. Le travail de fond des ONG, nos ONG québécoises méritent d'être célébrées. Les parcs, les musées, il y a un foisonnement d'initiatives pertinentes, admirables, en recherche aussi. On est allé à la quête de la légitimité de ce champ dans nos institutions. Alors, il y a eu des avancées là-dedans. Mais je veux dire, ce diagnostic-là fait à propos de l'éducation relative à l'environnement et de l'éducation pour le développement durable, trouve absolument résonance dans un texte qu'a produit un groupe de travail, le groupe de travail d'éducation dans le cadre du Sommet des peuples qui était parallèle justement au sommet de Rio en 2012. Et c'est un groupe de travail surtout composé d'éducateurs latino-américains, de groupes féministes, mais aussi d'éducateurs français. Et le diagnostic qu'on a posé, c'est qu'il y a une crise mondiale de l'éducation. Et que la crise mondiale est aussi une crise de l'éducation, de son contenu et de sa signification. On a non seulement négligé la formation de personnes capables de penser aux importants problèmes politiques, environnementaux, économiques et sociaux d'ordre mondial, mais aussi l'éducation est dépouillée de son contenu politique profond. L'éducation est un champ éminemment politique. L'éducation, c'est une des choses publiques par excellence. L'éducation est un puissant moyen de contrôle social pour le meilleur et le pire, d'accord? Au Sommet des peuples à Rio, plus 20 quand même portait le message de toutes les manifestations étudiantes qui avaient lieu en même temps. Au Québec, au Chili, au Brésil. Je veux dire, les étudiants ont réclamé une éducation équitable pour tous. Ce projet fondamental qui nous réunit, et quelle que soit l'appellation qu'on donne à nos projets éducatifs, je pense qu'on souhaite apprendre à vivre ici, ensemble. Apprendre à vivre ensemble, ça a été le projet de l'éducation à la citoyenneté. Mais ce qu'on ajoute avec l'éco-citoyenneté, c'est le vivre ici, ensemble. Nous sommes des êtres incarnés, contextualisés, situés, et on ne peut pas négliger cet ancrage dans le vivant, dans cette maison de vie partagée. Donc, et ça, c'est extrêmement important. Donc, apprendre à vivre ici ensemble, c'est apprendre à s'engager ensemble, hein, et apprendre à donner un sens à notre engagement, à nos actions, développer des compétences critiques, des compétences éthiques, des compétences politiques, s'engager à construire le savoir et pas seulement le recevoir comme un prix pour acquis,
Le savoir environnemental se construit au fil des jours et nous sommes partie prenante. Et ça interpelle les enseignants, les éducateurs qui doivent assumer leur rôle de citoyen également, travailler avec les jeunes, les publics en toute authenticité, en toute transparence, non pas avec partisanerie, mais justement avec intégrité et intégralité. Alors c'est là-dessus que je cesse. Merci. Je vais commencer quand même par situer quelques éléments sur le contexte français pour voir aussi les différences qu'il y a par rapport à votre contexte québécois. Sur l'encadrement et les préconisations générales, c'est vrai qu'on a la chance, et là c'est un appui fort, d'avoir eu, avec l'irruption du développement durable, un certain nombre de décisions politiques, comme la définition d'une stratégie nationale du développement durable, dans lequel il y a un volet éducatif extrêmement fort, l'introduction dans la Constitution de la Charte de l'environnement en 2005, qui est en fait une charte sur le développement durable, mais qui introduit bien le terme d'environnement dedans. Et dedans, il y a donc un principe d'éducation qui est affirmé, ce qui nous a donné une légitimité forte pour les gens qui essaient de faire de l'éducation à l'environnement depuis tellement longtemps. Bien sûr, la décennie UNESCO que vous connaissez, que Lucie a réévoqué tout de suite, et puis un travail extrêmement important qui a été coordonné par Jacques Bréjon, qui est l'auteur du rapport, une commission interministérielle sur l'éducation et le développement durable qui fixe le cadre politique pour cette éducation et qui s'imposait à l'ensemble des ministères, dont le ministère de l'Éducation nationale. À cela, à ce contexte politique, il faut ajouter une effervescence territoriale dans lequel, ce qu'on appelle les territoires en France, les territoires politiques, dans lequel les Québécois ne sont pas innocents parce que c'est à l'issue d'un sommet planétaire à Montréal en 1997 qu'un certain nombre d'acteurs de l'éducation, surtout les acteurs associatifs ou collectivités territoriales ou les parcs, musées, etc., le monde hors scolaire en fait, ont décidé de s'organiser dans un collectif français d'éducation à l'environnement au point de départ et au développement durable. Et ce collectif a réussi à organiser une série d'assises nationales qui ont surtout émergé en 2009 à Caen, puis cette année à Lyon, avec un très grand nombre de participants. Et finalement, la création de collectifs régionaux, puis nationaux, qui donnent un peu d'ampleur et qui réunissent les décideurs locaux, les collectivités territoriales, ces associations et tout ce monde de l'éducation non scolaire. Et tout ça se traduit par une effervescence très importante dans les territoires, à laquelle les pouvoirs politiques ont été finalement obligés de répondre et de prendre en compte. Et là aussi, c'est un appui important. Alors, pour l'éducation nationale française, il y a eu un certain nombre de textes dont je vous mets quelques éléments ici pour accompagner ce processus de généralisation, puisque la stratégie, c'est de généraliser l'EDD à l'ensemble des établissements scolaires, premier, second degré et universitaires aussi. Donc le premier texte était en 2004, il s'appelait « Éducation à l'environnement pour un développement durable ». On était toujours dans l'éducation à l'environnement, dans une perspective de développement durable. Puis un autre texte en 2007, donc une série de textes à peu près tous les 3-4 ans, qui a institué alors là clairement l'éducation au développement durable et qui a centré cette éducation à la fois dans les contenus disciplinaires et sur les établissements dits en démarche de développement durable. Ça a été confirmé par un nouveau texte en 2011 qui ancre cette éducation dans les territoires. Et ça, c'est une idée importante, vu l'effervescence qui se produit dans les territoires.
Et puis là, dernièrement, après un petit creux politique, on va dire, ou un manque de conviction politique, on a eu la surprise de voir, là en juillet dernier, hein, vraiment il y a quelques semaines, de voir dans la loi d'orientation, la nouvelle loi d'orientation, réapparaître dans son article 42, dans la rubrique éducation morale et civique, une éducation à l'environnement et au développement durable. Et cette éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Et là, je vous ai mis un extrait de cet article, parce que je pense qu'il fera plaisir à Barbara et à Lucie, certainement, puisque là, il est fait référence au besoin d'éveiller les enfants aux enjeux environnementaux. Donc on voit qu'il y a un retour, en fait, sur la question environnementale qui revient. On parle beaucoup de transition écologique, comme disait Lucie tout à l'heure, sans renoncer pour autant aux engagements sur le développement durable. Mais il y a quand même une succession de variations, en fait, dans le discours politique. Et on voit apparaître l'idée de sensibilisation à la nature, et qui est donc un élément important, puisque la loi va fixer le cadre pour plusieurs années. Ce que j'ai souligné ici aussi, c'est que ces activités scolaires doivent s'intégrer à des activités périscolaires et à un projet éducatif territorial, donc qui prend en compte le territoire, et maintenant c'est inscrit dans la loi, et ça fait partie des compétences clés des enseignants d'être capables de mener ce genre d'éducation. Alors, pour revenir aux résultats, aux principaux résultats de la recherche, le développement durable est une matière scolaire particulière. Pourquoi ? Si au départ, comme l'a rappelé Lucie, je suis entièrement d'accord avec son explication tout à l'heure, c'était vraiment une norme pour la gouvernance internationale, cette idée-là, et ce n'était pas un objectif pour l'ensemble de la société. Mais petit à petit, cette idée de développement durable a diffusé dans la société. Elle a subi un certain nombre de processus d'appropriation et en même temps donc, de transformation. Et cette transformation sociétale a eu tendance à oublier un peu le message d'origine qui était quand même à la fois un compromis social-démocrate et écologiste, mais l'idée d'une rupture quand même par rapport à l'existant, en reconnaissant que le développement actuel n'était pas durable. Et cette idée-là, elle a tendance à s'effacer au fur et à mesure qu'il y a diffusion dans la société. Pour autant, il y a aussi une part d'appropriation académique de la part des instituts de recherche, et donc il y a une part d'objectivation qui se met en place progressivement dans les instituts de recherche. Si bien qu'on a un projet ou un contenu pour l'école qui est tout à fait particulier. C'est paradoxal parce que c'est politique et fluctuant. Cela varie tout le temps, en fonction des prises de position, des travaux. C'est un processus d'objectivation évolutif, une idée qui est nécessairement controversée, donc il n'y a pas d'accord sur ce que serait le développement durable. Et donc on a finalement des contenus qui sont non stabilisés, et tout ça vient perturber la coutume scolaire, qui a l'habitude d'enseigner des savoirs stabilisés, dans un contexte français où le contrat républicain est laïque, neutre et absolument pas politique. Alors nous avons été amenés à réfléchir aux finalités et aux valeurs de cette éducation. En particulier, là je vais faire référence aux travaux de Marie-Louise Martinez, qu'il est impossible de résumer en une diapositive. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir d'une démarche anthropologique, elle a dégagé un certain nombre d'idées dont je vais simplement retenir l'idée, ce qui est dans l'encadré en rouge en bas, c'est que ce qui est important, c'est de prendre en compte la personne, c'est-à-dire la dimension sociale des gens, et non pas le sujet, l'élève, mais la personne dans sa dimension sociale. La deuxième idée, c'est que toute éducation est toujours un acte de violence symbolique, et qu'il faut dépasser cette violence. Et la mondialisation aboutit à un processus d'anomie et d'indifférenciation, c'est-à-dire l'incapacité à la fois à nommer, mais à maîtriser l'ensemble des normes et des procédures. Et indifférenciation des cultures qui se traduit par une crispation identitaire. Et enfin, l'idée d'intersubjectivation, donc l'idée d'altérité, qui introduit l'idée de pratique langagière pour arriver à dépasser ces crispations. Du point de vue des valeurs,
là aussi, il a fallu clarifier un certain nombre d'éléments et en tout cas essayer de les rendre opératoires. Alors, il est traditionnel dans l'enseignement et dans l'éducation de faire appel à des valeurs, celles des compétences argumentatives, l'aptitude au dialogue, l'esprit critique. Mais ces valeurs doivent être dépassées pour arriver à des valeurs beaucoup plus collectives, que l'on nomme communautariennes ou certains communautaliennes, c'est-à-dire le sens du bien commun, le respect actif des institutions démocratiques, respect actif et non pas passif, l'idée d'engagement au détriment simplement d'intérêts individuels. Si bien que l'enjeu éducatif pourrait être celui-là, c'est apprendre le sens du bien commun par la pratique sociale. Je reprends là une proposition de Pierre Rosanvallon, ce penseur français, qui note qu'il y a un fossé qui se crée de plus en plus entre la démocratie formelle telle qu'elle existe et la démocratie réelle telle qu'elle est vécue. Et il faut absolument retrouver le sens du bien commun, ce qui pourrait être un objectif éducatif extrêmement pertinent. Alors, quelle forme scolaire tout cela pourrait prendre? Les figures de l'éducation de développement durable sont multiples. Ça pourrait être une transposition des sciences de la soutenabilité, ça peut être l'inclusion dans les matières et disciplines, ça peut être des approches codisciplinaires, ça peut être des approches systémiques. Là, je vais simplement lister un ensemble de propositions. Ça peut être des approches ludiques. Les jeux sérieux donnent des résultats éducatifs extrêmement pertinents et intéressants. Ça peut être des approches par la consommation durable. Ça peut être des approches par les questions socialement vives que Barbara porte en particulier ici. Et ça peut être aussi par des approches nouvelles, des dispositifs innovants, des approches expérientielles, si on va demander aux élèves de vivre des expériences collectives. Et en France, ça porte le nom des écoles en démarche de développement durable. On trouve aussi les agendas 21 scolaires, on trouve les éco-écoles. Ici, vous avez les écoles vertes Brundtland. Tout cela se ressemble un peu en termes de dispositifs. Et parce qu'il y a souvent la formation d'un groupe d'élèves éco-délégués qui doivent agir et reporter sur l'ensemble des autres élèves un certain nombre de préconisations ou d'actions, en général engagées dans des actions effectives au niveau des établissements. Ce qui est souhaité au niveau institutionnel français, c'est avant tout l'inclusion dans les matières et les disciplines, et d'autre part, les établissements en démarche de développement durable. Ce qui pose problème, c'est le lien que l'on peut faire entre les deux. Est-ce qu'on est dans les disciplines, dans le cadre du cours traditionnel ou de la salle de classe, ou est-ce qu'on est au niveau d'établissement et comment on conjugue les deux? Ça, c'est un vrai problème qu'on retrouve aussi d'ailleurs au niveau de l'université. Alors, qu'est-ce que pensent les acteurs principaux, mais pas les seuls, que sont les enseignants sur cette question-là? Nous avions effectué une enquête au niveau de l'ensemble des établissements primaires et second degré d'une agglomération il y a quelques années. Et nous avions pu montrer que ce qui était déterminant dans les actions menées ou le type de figure portée par les enseignants, c'était à la fois une tension qu'il y a entre l'idée d'enseigner quelque chose, un contenu, ou l'idée d'éduquer. Est-ce que je me sens enseignant de quelque chose ou est-ce que je me sens éducateur? Et puis la deuxième tension qui existe, c'est est-ce que j'enseigne dans le cadre de ma classe traditionnelle, en termes de contenu dans ma discipline, ou est-ce que je mets en place un projet à une échelle différente de celle de la classe? Et tout ça se structure en fonction des disciplines, c'est-à-dire l'appartenance disciplinaire joue un rôle important, et puis aussi en fonction du type d'établissement. Si c'est un établissement, disons, dans un milieu difficile, l'idée de projet collectif sera plus facilement portée que si on est dans un établissement plutôt élitiste qui pousse à l'obtention de diplômes. Et cette étude que nous avons menée a été confirmée beaucoup plus récemment par une enquête menée à l'échelle, dans le cadre de cette recherche-là, à l'échelle d'une académie, celle de Lyon, et par Muriel Pommier, qui a bien montré qu'on retrouvait cette tension entre instruction et éducation,
qu'il y a une histoire personnelle, en fait, de celui qui porte ce type de projet, et l'histoire de vie, en fait, des gens, leur démarche personnelle joue un rôle extrêmement important, et que les enseignants qui sont impliqués dans ce type d'éducation se vivent avant tout comme étant des militants moraux au service du développement durable ou de l'environnement, en tout cas des problèmes de société tels qu'ils peuvent se poser. Et tout ceci ne peut exister que s'il y a une dynamique à l'intérieur des établissements, dynamique collective. Il faut donc qu'il y ait un engagement personnel, initial, très fort, associé à une dynamique locale. Et donc ça nous a amené à réfléchir à l'idée d'engagement, parce que pour qu'il y ait généralisation, on ne peut pas se contenter de faire appel simplement à quelques militants, il faut bien que le processus se généralise à l'ensemble des établissements. Alors pour essayer de penser les engagements, nous avons mobilisé les travaux, j'ai oublié de mettre la référence, de Hans Joas, qui est un philosophe allemand du courant pragmatiste, et qui a écrit un ouvrage extrêmement important sur l'agir humain. Qu'est-ce qui caractérise et comment on peut rendre compte de ce qui fait que quelqu'un s'engage ou pas dans tel ou tel sens? En fait, ce sont ces tendances profondes. On va retrouver là l'idée de disposition comme étant l'ensemble des attitudes et des croyances qui existent à l'intérieur de chacun de nous, ce qui sous-tend à la fois notre engagement, nos choix, nos décisions ou notre non-engagement, etc. Donc chacun a des croyances profondes et ce qui vont petit à petit se forger au fur et à mesure de son vécu et donc de l'expérience qu'il a vécue, aussi bien dans le cadre familial que dans le cadre ensuite universitaire et puis ensuite ou en passant par le scolaire. Et l'intérêt de Hans Joas, c'est qu'il nous a permis de distinguer un certain nombre de paramètres qui sont d'abord ceux qui sont liés à ces paramètres internes à chacun des sujets, à chacune des personnes, c'est-à-dire l'intention du sujet que l'on peut recueillir dans un discours, ce qui pour un chercheur est vraiment important. Mais il n'y a pas que ce qui est intellectualisé, il y a aussi des habitudes corporelles, il y a aussi un rapport au temps, il y a un rapport à l'autre. C'est-à-dire, je vais m'engager, par exemple, vis-à-vis d'une question environnementale, que si j'en ai vraiment l'intention, si je crois que c'est possible de le faire et que c'est pertinent et efficace de le faire, mais il ne faut pas non plus que ce que l'on me demande de changer dans mes habitudes corporelles soit supérieur à ce que je peux en tirer comme avantage. Si j'ai l'habitude de prendre ma voiture pour conduire mes enfants, qu'est-ce qui va faire que je ne prends plus ma voiture pour conduire mes enfants à l'école, par exemple? Ce changement-là est très coûteux pour les individus. Et donc il faut une vraie motivation, il faut vraiment quelque chose de très profond et pas simplement quelque chose qui relève de l'intellectuel. C'est ça l'idée en fait qu'il y a derrière cela. Et puis le rapport au temps. Si les problèmes qui se posent à nous, c'est pour dans 100 ans, 200 ans, etc., j'ai peu d'intérêt à changer vraiment les choses. On va dire les autres le feront. Et donc, est-ce que des catastrophes de court terme sont possibles? Il faut croire finalement que des catastrophes de court terme sont possibles. Sinon, on ne va pas changer ses habitudes. On ne va pas changer son mode de vie auquel on tient. Et puis, il y a le rapport à l'autre. Si j'agis tout seul, est-ce que ça va changer quelque chose? La plupart du temps, les enseignants et les élèves répondent non. Si j'agis tout seul, ça ne sert à rien. Il faut que tout le monde bouge ensemble. Mais si on attend que tout le monde bouge ensemble, personne ne bouge. Et donc, voilà. Il y a tout ça qui fait que quelqu'un va s'engager ou pas dans telle ou telle manière. Et donc, à partir de cela, on va garder l'idée que, pour les élèves en tout cas, c'est bien en vivant des situations de développement qui posent des problèmes qu'ils vont pouvoir se forger les dispositions adéquates à leur prise de position future en tant que citoyen. Mais les facteurs internes ne sont pas suffisants. Il y a aussi les facteurs collectifs,
les modes de coordination entre les acteurs et l'organisation. La plupart du temps, les enseignants, parce que je parlais là surtout des enseignants, sont plutôt dans la juxtaposition des pratiques. Chaque enseignant est dans sa classe avec sa discipline qu'il aime, sa classe qu'il aime, et ce qui se passe à l'échelle de l'établissement lui est, en tout cas dans le contexte français, relativement indifférent. Hein. C'est ce que montrent les différentes études et enquêtes. Il faut passer à une communauté, à l'idée de quelque chose de partagé. Partagé dans la visée et partagé aussi dans les valeurs. Ce qui veut dire qu'il faut discuter. Il faut mettre sur la table ces valeurs et les prendre en compte. Et là, on va passer à l'idée de communauté, qui peut être d'abord une communauté de pratique, puis une communauté apprenante, c'est des termes qui renvoient à des définitions précises. Et finalement, pour le développement durable et l'éducation telle qu'elle est portée dans le contexte français, elle est souhaitée dans le contexte français, ouverte à l'ensemble des parties prenantes d'un territoire. Et le tout au sein d'une organisation qui devient apprenante, telle que le préconisait l'OCDE, avec toutes l'esprit critique qu'il faut garder par rapport à cela, parce qu'une école n'est pas une entreprise. Et donc, il y a, en tout cas, il faut être extrêmement prudent par rapport à la reprise de ces termes-là. Mais en tout cas, ce qu'on a pu montrer de façon très claire, c'est que entre tous ces acteurs, il y a des conflits d'intérêts et de rationalité qui rendent les choses pas si simples à mettre en place en œuvre. Alors nous avons étudié un certain nombre de dispositifs innovants, des agendas 21 et puis des articles 34. Donc on a eu en fait une série d'études de cas et on a croisé les résultats. Et ce qui apparaît, c'est que effectivement dans la pratique, nous avons une dérive qui quand même s'impose, qui est la dérive des éco-gestes. Il y a des conflits de rationalité et de pouvoir qui émergent entre les membres enseignants et les non-enseignants, car dans les établissements de ce type-là, les non-enseignants se retrouvent valorisés, retrouvent une nouvelle légitimité, et ça déstabilise aussi beaucoup les enseignants qui ont fondé leur pouvoir sur la maîtrise des savoirs. Et donc tout ça n'est pas si simple. Et puis il y a les autres acteurs aussi de l'éducation et du développement durable. Et il peut y avoir également des conflits de loyauté entre les élèves et ce qu'ils vivent à l'école et ce qu'ils vivent dans leur famille. Les élèves se trouvent pris un peu entre les deux. Mais cependant, dans les aspects positifs, il y a des transferts sensibles qu'on a pu montrer, qui existent réellement entre les élèves pilotes et les élèves non pilotes, et entre l'école et les familles, quels que soient les niveaux sociaux en fait. Et donc finalement, on a une multiplicité des acteurs de l'éducation et du développement durable dans un territoire qui doivent apprendre, malgré des intérêts divergents, qui doivent apprendre à collaborer. Et il y a un concept extrêmement intéressant qui est le concept de coéducation qui est porté par un Belge de l'école belge qui est Bruno Humbeck. Et il faut arriver à coordonner l'ensemble de ces éducations. Il reste un certain nombre de questions que nous proposons ultérieurement d'étudier. On n'a pas pu le faire encore à ce stade-là, car il y a besoin de savoir quelle est la spécificité de l'éducation dans la famille, pour les acteurs scolaires, les acteurs associatifs, les collectivités territoriales, les entreprises. Quel mode de coordination, quelle complémentarité, quelle échelle d'efficience pour chacun de ces acteurs. Alors s'il me reste 5 minutes, je vais peut-être avancer rapidement en passant certains éléments. Une question qui s'est posée clairement, c'est y a-t-il des savoirs spécifiques du développement durable? Et la réponse est finalement oui. Il y a par exemple, en tout cas on peut rattacher beaucoup d'éléments à l'idée de développement durable, en tout cas dans leur émergence, comme l'idée de biodiversité, comme l'idée d'empreinte écologique, d'empreinte carbone, de l'empreinte eau, de l'empreinte sociale, etc. Efficacité énergétique. Des tas de concepts qui n'existaient pas avant l'irruption de ce développement durable dans les institutions académiques de recherche. Mais ce qui caractérise ces savoirs, c'est qu'ils sont tous hybrides. Ils sont jamais clairement soit dans un domaine des sciences exactes, de la nature, ou dans le domaine des sciences humaines et sociales, mais bien au croisement entre tout cela.
Ils sont entre connaissance et action. L'idée de biodiversité a peu d'intérêt si on ne met pas en même temps l'idée de gestion de la biodiversité ou de protection de la biodiversité. L'idée d'efficacité énergétique est scientifiquement très compliquée. Si on ne l'applique pas quelque part, ça n'a aucun intérêt intellectuel en soi. On est bien entre la connaissance et l'action, mais aussi on est bien entre la connaissance et les valeurs. C'est pour ça que ces savoirs sont hybrides. Quand je dis diversité, par exemple, c'est une valeur. La biologie, pendant longtemps, a porté l'idée plutôt d'unité. On cherche à construire l'unité. Aujourd'hui, on cherche à comprendre la diversité. Et donc, on a changé de valeur. Et donc, on a des savoirs qui sont proactifs et mobilisateurs. Et il me semble qu'il faut non seulement mettre en place une approche interdisciplinaire, mais il faut les mettre aussi au service d'un projet réel qui soit une action de développement durable. Les disciplines scolaires, on les a regardées puisqu'elles devaient intégrer le développement durable. Et nous avons pu établir le fait qu'il y ait plusieurs approches possibles. Alors Christine Vergniol a montré, en regardant surtout les convergences entre sciences de la vie et de la Terre et histoire-géographie, qu'il y a, il y a des allées et venues conceptuelles, il y a des convergences conceptuelles. Mais en même temps, Nicole Tutio-Guillon, qui est une des chercheuses de l'équipe, a montré qu'il y avait un risque réel de fragilisation des disciplines, avec des concepts qui deviennent nomades, mais en devenant trop nomades, est-ce qu'ils ne perdent pas toute pertinence? Est-ce qu'on ne retombe pas dans l'anomie que dénonçait Marie-Louise Martinez, c'est-à-dire une sorte de bouillie conceptuelle qui empêche de penser réellement les choses? La deuxième manière de penser les contributions des disciplines scolaires, c'est en intégrant des contenus nouveaux. Par exemple, le travail de Christine Ducamp sur la question de la chimie verte, comment intégrer les idées, les concepts de la chimie verte dans les programmes du second degré en France, ce qui pose la question de leur acceptabilité, parce que ce n'est pas si simple pour un enseignant de sciences d'accepter cela. Elle a pris aussi d'autres exemples, comme par exemple l'idée d'énergie renouvelable. L'idée d'énergie renouvelable n'est pas compatible avec l'idée d'énergie que défend le physicien pur et dur, puisque pour lui, une énergie renouvelable, ça veut strictement rien dire, puisqu'il y a toujours conservation d'énergie, etc. Tout ce genre de contenu nouveau pose des problèmes. Et puis, il y a une proposition que j'ai faite avec un collègue qui est en prenant l'exemple des sciences de la vie et de la Terre, pour ce qui me concerne, c'est de retrouver le cœur des disciplines scolaires, qu'est-ce qui les caractérise en soi. Alors, en guise de conclusion, pour faire plaisir à Barbara qui me sollicite du regard, il y a donc finalement sur l'éducation et le développement durable deux points de vue possibles. Un point de vue externaliste, c'est-à-dire on considère le développement durable comme un contenu d'enseignement comme les autres, à transposer dans les disciplines existantes, et c'est ce que souhaiterait finalement la majorité des enseignants. Et puis il y a un autre point de vue qui est de prendre le développement durable comme un principe mobilisateur au niveau des établissements scolaires et non pas simplement d'un contenu comme les autres. On est bien dans un projet politique finalement qui est à discuter, en répondant à un principe de responsabilité sociale d'une organisation qui est l'école. Et donc finalement on a un curseur entre un principe d'éducation faible et un principe d'éducation forte. Là je reprends des termes que j'emprunte à Jacques Delors dans son rapport sur l'éducation pour le XXIe siècle. Un principe d'éducation faible, dans le cadre de l'EDD, ça serait une sorte de greenwashing éducatif. C'est-à-dire on intègre dans les disciplines les définitions de développement durable. C'est ce qui se fait dans les programmes de géographie, par exemple, en France. Et les élèves apprennent par cœur la définition du développement durable de Madame Brundtland. Voilà, mais c'est très discutable. Ou un principe d'éducation fort, c'est-à-dire comme on peut retrouver là un projet émancipateur qui est le projet réel de toute éducation, en fait. Et donc tout ça a des implications de gouvernance, d'organisation, des modes d'apprentissage, des contenus. Et donc si on prend ça sérieusement, il y a besoin de transformer complètement l'école. Et si vous m'accordez quelques minutes... Parce que c'est important du point de vue de la conclusion, c'est que finalement il va falloir faire une correspondance entre un développement durable, et là c'est l'idée d'un curseur qui est représenté là, ça peut bouger,
Entre l'idée d'une soutenabilité faible et soutenabilité forte, on voit beaucoup dans les textes internationaux qui concernent le développement durable 3 façons de décliner cette soutenabilité. Soit l'idée d'une amélioration des choses. Là, je pense par exemple à la géo-ingénierie qui me fait personnellement très peur. On va essayer de changer le climat pour le remettre dans des conditions favorables, en ensemençant l'atmosphère ou les océans, etc. Il y a un principe d'atténuation. On va essayer simplement de gommer les effets les plus embêtants de notre mode de développement. Certains disent non, il faut apprendre à s'adapter parce que les choses sont déjà tellement engagées que finalement les transformations elles se produisent au niveau mondial, au niveau du globe, et donc il faut apprendre plutôt à s'adapter collectivement. Et il y a un terme qui est souvent oublié, c'est l'idée de transformation. Et si on transformait notre mode de développement en en inventant un autre collectivement. Et c'est là, je pense que je peux rejoindre sur cette base-là le propos de Lucie Sauvé. Et si on met ça en relation avec l'éducation de développement durable, on se retrouve alors finalement entre un projet d'éducation faible, un projet d'éducation fort, un curseur entre les deux, et toute la question qui se pose, c'est comment on met en relation ce projet de développement durable avec un projet éducatif. Ce qui est majoritaire, ce qui est entouré en rouge dans ce que l'on a vu en tout cas, c'est la pratique des éco-gestes qui s'apparente en fait à un projet d'atténuation. Ce qui serait souhaitable, c'est d'apprendre aux élèves, en tout cas, à s'adapter dans un monde qui est en pleine transformation, mais un peu subi. Et puis l'idéal, ça serait d'arriver à transformer l'idée même de développement telle que l'on peut se poser. Et c'est bien en cela qu'il y a besoin de penser et clarifier la contribution de l'école au développement durable. Cette fois-ci, je m'arrête et je vous remercie.